Maître, vous avez mis le mot tout à l'heure, aliénation parentale. Alors, est-ce que vous pensez d'abord que tous vos confrères sont autant avertis, et tous les magistrats de France, et notamment de Paris, sur cette problématique d'aliénation? Alors, la problématique d'aliénation, vous savez, il y a les pour et les contre. Et c'est comme lorsque c'est quelque chose qu'on, entre guillemets, découvre, bon, c'est quelque chose qui est traité, réfléchi dans les pays anglo-saxons, pas en France. Donc, 1, il n'y a pas de formation. 2, c'est quelque chose de nouveau. 3, nous adultes, on s'enferme dans des dogmes, dans des mots, et nous-mêmes, on devient aliénés par nos propres comportements. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de formation. Moi, je peux vous en parler un petit peu, parce que comme le sujet m'intéressait, j'ai assisté à des colloques, et je me suis rendu compte de quoi? Que c'était quelque chose de compliqué, qu'on ne pouvait pas décréter comme ça du jour au lendemain, par un grand mot, comme un gros mot, que c'était un problème, qu'il y avait un problème. On n'est pas formé. On n'a pas le temps. Les juges n'ont pas le temps d'écouter. On n'a pas d'argent. Les experts ne sont pas formés eux-mêmes. On ne peut pas, lorsqu'on est payé des clopinettes, passer des heures et des heures aux États-Unis et au Québec. C'est 20, 25, 30 heures pour déterminer s'il y a une aliénation parentale. Donc, 30 heures, ça se paye combien pour un expert? Pas 100 €. Voilà le problème. Vous avez défini donc le rôle exact des avocats d'enfants, mais sont peut-être plus justifiés leur intervention dans des cas de pénal que dans des cas de conflit au sein de la famille, voire de rupture du lien. Alors, notre rôle déjà, c'est de recevoir ce jeune dans notre cabinet, de lui expliquer qu'est-ce qui va se passer chez ce juge, parce qu'il ne le sait même pas lui. Comment c'est, comment est le juge, qui c'est, comment il est habillé, le cabinet. Déjà, on le rassure sur le cadre. Le fait qu'on soit à côté de lui, vous savez que l'avocat d'enfant et que l'enfant n'est pas ce qu'on appelle une partie à la procédure, c'est-à-dire qu'il est écouté par le juge, mais qu'en aucun cas il ne doit être décisionnaire. C'est aussi quelque chose que nous devons lui dire et que le juge lui répète. Et c'est important justement par ce conflit de loyauté et pour ne pas mettre l'enfant dans un état de toute puissance, ce qui est catastrophique. Donc, c'est une manière de le rassurer. Vous savez, tout à l'heure, j'ai eu un jeune au téléphone. Je l'ai déjà assisté devant le juge aux affaires familiales. Il est reconvoqué mardi prochain devant le juge, parce que bien entendu le conflit continue entre les parents. Et ce jeune, je reçois par fax du père la convocation pour le jeune. Le jeune ne m'appelle pas, alors qu'on doit se voir mardi. Le père m'avait mis son numéro de portable, le jeune ne m'a pas appelé. J'ai fini par l'appeler en lui laissant un message, il m'a rappelé aujourd'hui et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, écoute, l'année dernière, lorsque tu as été entendu par le juge, j'ai trouvé que tu t'es exprimé très bien sans moi. Là, tu ne m'as pas appelé. Donc moi, ce que je sens, c'est que ce n'est pas toi qui as envie qu'éventuellement un avocat t'accompagne, et même moi. Moi, ça ne me pose aucun problème de ne pas t'accompagner. Je suis là pour être à tes côtés. Mais si tu penses que tu n'as pas besoin de me voir parce que je ne viendrai pas à tes côtés, si on n'a pas eu un rendez-vous avant à notre cabinet, pour parler ensemble, pour que je comprenne exactement où tu en es. Je ne veux pas être qu'une potiche. Donc si tu penses que tu n'as pas besoin de moi, ça ne me pose aucun problème. Par contre, et tu iras seul, je vais écrire au juge en disant que je t'ai eu au téléphone, que tu as grandi, tu as 14 ans maintenant, et tu n'as pas besoin de moi. Et je le comprends parfaitement et tu iras sans moi devant le juge. Ça l'a complètement soulagé, il n'avait pas envie de me voir. Il estimait qu'il était très bien tout seul pour se débrouiller sans moi. Et je lui ai dit, par contre, si dans un mois, tu as besoin d'un simple conseil, s'il y a quelque chose qui ne colle pas, ça me fera toujours plaisir de t'entendre. Ça me fera toujours plaisir d'avoir tes nouvelles. N'hésite pas. Personne ne saura que tu m'as appelé. Ni ton père, ni ta mère, ni le juge. Je suis ton avocat. Jusqu'à la fin. Appelle-moi, demande-moi des conseils. Et rien que dans la voix au téléphone, le gamin était content. Donc, quelquefois, nous sommes utiles. C'est à nous aussi de dire à ce jeune, tu veux vraiment avoir un avocat? Parce que tu l'as demandé. Donc, est-ce que tu veux toujours que je sois là? Tu peux très bien, je peux ne pas te plaire. Tu n'as peut-être pas envie que je sois à tes côtés. Je peux t'aider à préparer l'audition, mais je ne suis pas forcément là. Donc, chaque cas est un cas différent. Un jeune peut avoir envie d'avoir un avocat,
peut l'avoir demandé, puis après il a cheminé, il n'en veut plus. Un autre peut dire « oui, je préfère que vous soyez à mes côtés » et nous sommes là. Nous pouvons rester complètement taisants dans le cabinet du juge parce qu'on sent que le jeune est à l'aise, qu'il dit ce dont il nous a parlé et ce qui nous semblait important. Par contre, quelquefois, il peut bloquer et on peut lui dire « tu sais, tu m'as parlé de quelque chose qui te semblait important ». On le met sur la piste sans le dire au magistrat. Et à ce moment-là, le jeune, ou il ne réagit pas parce qu'il n'a plus envie d'en parler, ou il dit « ah ben oui, j'ai oublié de dire telle chose si importante ». Voilà notre utilité. On peut être utile, on peut ne pas l'être. Mais il faut aussi ne pas rester dans des dogmes. Est-ce que, par votre expérience, vous avez constaté que des enfants comme ça, qui étaient des victimes dans ces conflits familiaux, vous les retrouvez sur d'autres affaires, en tant qu'avocat d'enfants? Bien évidemment. Alors, les enfants qui sont dans des conflits familiaux aigus et qui sont donc en extrême souffrance, pour exprimer leur souffrance, souvent ils se mettent en danger. Ils se mettent ou en danger eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils commencent à fumer du shit, comme ils disent, du cannabis, ils commencent à se scarifier, ils ont des crises de boulimie ou d'anorexie, ils fuguent, ils commencent à avoir des résultats catastrophiques en classe, il y a des signalements et on les retrouve devant le juge des enfants. Il y a aussi des enfants qui sont dans telle difficulté qu'ils se mettent en danger au niveau pénal. Vous savez, pour moi, un enfant, c'est pas faire de l'angélisme, mais un enfant qui commet un délit, c'est souvent un appel à l'aide. C'est une manière de dire il y a quelque chose qui va pas. Et c'est une manière, et dans des histoires comme ça, où ils se rendent compte qu'il n'existe plus, qu'il n'est devenu qu'un objet, parce que souvent ils me disent mais mes parents ne m'écoutent pas, ne m'entendent pas, ils sont tellement pris par leur conflit que je n'existe plus, et pour exister, ils commettent des actes de délinquance. Pour conclure, d'après vous, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la gestion judiciaire de ces problèmes de conflits, de rupture de liens, d'isolement des enfants, de ces enfants victimes? Alors, vous êtes très centré sur les problèmes familiaux, mais moi, ce que j'aimerais c'est l'objet dire, du dossier, c'est vrai. Non, mais c'est l'enfant en général, c'est l'enfant dans les conflits familiaux, c'est l'enfant qui peut se retrouver en danger, c'est l'enfant qu'on stigmatise. Et ce qui ne fonctionne pas, c'est qu'il faudrait cesser que la société, au lieu d'apporter de l'aide, stigmatise. Alors, soit au pénal les enfants, soit dans les affaires familiales ou autres, même au pénal aussi, les parents. Cessons de stigmatiser d'abord tout le monde. On n'aide pas les gens en les mettant à terre. On aide les gens en leur disant que certes, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais qu'on est là pour les aider. Pour les aider, il faut d'abord qu'il y ait autour de toutes ces personnes en difficulté des professionnels formés, des avocats formés, des magistrats formés, des magistrats et des avocats qui aient des moyens pour leur formation, pour être payés pour les avocats. En province aussi, que les avocats puissent bénéficier dans tous les barreaux de formations spécialisées dans le domaine qui les intéresse, y compris dans le domaine de l'enfance. Que les formations soient pluridisciplinaires pour qu'on se connaisse mieux, pour mieux aider les parents. Cessons d'être cloisonnés, les professeurs avec des réflexions de professeurs, les avocats avec des réflexions d'avocats, les magistrats avec échangeons pour aider les personnes qui sont en difficulté, car même les parents, évidemment, qui dysfonctionnent comme vous, comme moi, lorsqu'on est en souffrance. Eh bien, il faut d'abord que les professionnels autour d'eux comprennent leurs problématiques pour non pas les mettre à terre et les montrer du doigt, mais les aider à grandir, car tout parent qui souffre, quand on les a en face de nous et que ce sont nos clients, ce qu'on voit derrière, c'est d'abord les enfants en souffrance qu'ils ont été et qui reproduisent les schémas de leur enfance. Un enfant est justiciable comme un adulte? Un enfant, alors c'est un professeur de droit a dit cela, ça m'a beaucoup interpellée. Alors un enfant est injusticiable comme un adulte parce que les lois lui sont applicables et qu'il doit les respecter. Et que s'il a des droits, elles doivent être respectées. Ça n'est pas injusticiable comme un autre parce que c'est un être en devenir. C'est un être qui a des problématiques que les adultes n'ont pas. Donc, par certains côtés, peut-être
Pour un professeur de droit, c'est un justiciable comme un autre, et il a raison de dire ça. Mais d'un autre côté, bien évidemment que ce n'est pas un justiciable comme un autre. C'est un justiciable précieux, puisque c'est l'avenir de notre société, puisqu'il est en train de grandir, alors que nous, en principe, on est déjà des grands. Merci, maître.